Bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour accueillir notre auteur Cédric Sapin de Four, que vous connaissez peut-être déjà, qui a écrit pas mal d'ouvrages chez nous, dont Gravir les montagnes est une affaire de style, et plus récemment Espresso, une petite chronique. J'étais venu il n'y a pas très longtemps pour présenter Espresso. On attend notre héros du soir. Impatiemment. C'est étudié, hein, si vous voulez entrer en scène. Donc François Damilano, il ne va pas tarder. Mais on va commencer sans lui parce qu'on ne va pas vous faire patienter comme ça. On sait que vous êtes mal assis, que c'est pas très agréable. Et puis l'heure, c'est l'heure. Bizarre, ça ne lui ressemble pas. Non, c'est pas du tout le personnage que tu décris dans ton livre. Je fais la biographie de quelqu'un d'un peu carré, rigoureux, volontaire, sérieux, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on... Et là, patatras. Et ben, comme quoi, hein, les contrastes on connaît mal son sujet quand même. Hein. Complètement. Bon, on va peut-être commencer. Présente-toi peut-être 2 secondes et ton lien avec François pour que les gens sachent un peu pourquoi tu es là et pourquoi tu as écrit sur François. Alors c'est une histoire un petit peu particulière avec François, parce qu'avec François, en fait, le premier contact qu'on a eu, c'est en tant qu'éditeur, lui, éditeur, parce qu'il est à la tête avec Françoise, ici présente, d'une maison d'édition d'une autre couleur, jaune, entre autres, JM Édition, et c'est lui qui a édité mon premier livre. Enfin, c'est eux qui ont édité mon premier livre. Et mon second livre, enfin mon deuxième. Et donc, on est passé d'une relation où il était mon éditeur, il le sera certainement encore, à une discussion qu'on avait eue comme ça sur l'évolution que je pouvais avoir moi dans mon activité d'auteur. Il savait que je voulais me frotter à un autre exercice d'écriture qui est la biographie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tentait, qui me tente toujours. Et patatras, l'histoire s'est retournée contre lui parce que c'est de lui, c'est de François Damilano que j'ai écrit la biographie. Donc en fait, on est passé d'une relation où il est mon éditeur à maintenant le sujet d'une biographie que j'écris. Enfin voilà, c'est une espèce de petite danse qui me plaît, il me dira ce qu'il en pense. Et avec au milieu de tout ça, quels que soient les statuts, quelles que soient les relations, quelles que soient les activités, une relation d'amitié. Ça lie les hommes, enfin les hommes avec un grand H, d'écrire une biographie parce qu'on passe quand même pas mal de temps ensemble. On se dit des choses. J'imagine. On se dit des choses, enfin surtout lui à moi. Mais voilà. Mais sinon c'est un mec super ponctuel, c'est un gars qui est un mec sérieux. On peut compter sur lui. Confiance absolue. Bonsoir. Eh ben, François, viens prendre ta place au milieu. Viens vite. J'ai l'habitude d'expliquer que c'est le livre de Cédric. Donc je ne voulais pas qu'il y ait de confusion. Tu viens en voiture en fait, c'est ça que tu me dis. Tu n'avais pas trouvé de place sur le parking. Mais c'est bien, viens vite t'asseoir. On est au milieu, Cédric, au milieu. Je ne vais pas être bien au milieu. Tu ne veux pas te mettre à côté de moi? Si. Allez. C'est toi qui es au centre du C'est toi qui es au centre de l'histoire. Ça va? Donc, mesdames et messieurs, François Damilano. Je pensais que vous seriez tous au ski aujourd'hui. Eh bien, on va Cédric nous expliquer vos liens, pourquoi vous vous connaissiez, comment, enfin, et voilà. Après, on va attaquer directement le sujet, cette biographie, cet exercice de style, parce que Cédric, c'est le roi des exercices de style. Hein? J'essaye. Donc, c'est une biographie qui s'appelle « Les 7 vies de François Damilano ». Et je commence avec l'avant-propos. 7 septembre 2016, aiguille des pèlerins, massif du Mont Blanc. François Damilano compte sur les doigts de sa main droite, la seule qu'il peut encore bouger. L'hélicoptère en stationnaire, un boucan d'enfer. Les secouristes du PGHM sont là. Malgré la fébrilité de l'instant, les salutations sont chaleureuses, presque amicales, tout le monde se connaît. Quentin, le compagnon du jour, s'en est bien sorti pour un petit jeune, mais Jeff Mercier, le secouriste, s'inquiète. Il n'imaginait pas que c'était si grave. Il y a quelques minutes, François, conscient, pestait de ce qu'il n'allait plus pouvoir accomplir dans les mois à venir. La faute à ce satané bloc de granit parti avec lui au pied de la Carmichael.
Retour au sol, casque et corps démolis. Mais il s'apaise, magie de la kétamine, que de perdre en conscience et en exigence. Levé dans la civière, il songe désormais à son passé, autre bizarrerie de la chimie, lui qui se retourne rarement. Il compte 1. L'accident en Antillon, 1981, tout près d'ici. 2. L'avalanche au de la Guéry en 1999, si loin là-bas. 3. L'effondrement de la cascade de la Gramusca, 1991. Jeff Love, médusé. 4. Une main entière, puis retour au pouce et à l'index, ça fait 7. 7 fois que ça ne passe pas loin. S'agirait-il d'arrêter? Certains disent qu'on a 7 vies, 7 chances, pas une de plus. 56 ans, en plein transfert à l'hôpital de Sallanches, est-ce le meilleur moment pour devenir superstitieux? 14 septembre 2016, chalet des Pecles, chemin du vieux guide, ironie du cadastre. François est amoché, canapé, camp de base. La chimie n'agit plus. C'est à l'après qu'il songe. La vie a déjà repris ses droits, le désir d'entreprendre inlassablement, victorieux comme il l'a toujours été. Cette fois, nous sommes plusieurs à compter ce qui fait l'existence de François. 1. Une vie de guide. 2. Une vie de cascade de glace. 3. Une vie d'éditeur. 4. Une vie d'expé. 5. Nous parvenons à 7. Tiens donc, François Damilano a bien eu 7 vies. Pas une de moins menée de concert, et plus de celles que tout le monde, en plus de celles que tout le monde a. 7. Oh, c'est bien écrit, hein? Oui, c'est bien écrit. Mais est-ce que le chiffre 7, qui est un chiffre sacré, magique, s'applique bien à François? En tout cas, le fait qu'il ait eu un accident en montagne, ça m'a bien aidé. Ouais. Ça m'a bien aidé. Plusieurs raisons. Ça m'a bien aidé parce qu'il a été disponible. Il a été très disponible, très docile pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Vraiment, c'était parfait. Et accessoirement, quand il est revenu, tu l'expliqueras mieux que moi, parce que c'est toi qui as ressenti ces choses, mais quand il est revenu en hélicoptère de cette chute de montagne, parce que c'est une montagne qui est tombée, pas toi, justement la chimie un petit peu, alors cette kétamine que je connais pas trop, mais qui doit faire quand même un petit peu rêvasser et revenir sur le passé, le futur, etc. Il est revenu, il m'a dit, mais quand j'étais dans cet hélicoptère, bizarrement, j'ai songé aux différents incidents, plutôt des accidents, en tout cas aux quelques fois où ça n'était pas passé très très loin. Et je suis arrivé au chiffre 7. Et c'est tombé exactement à un moment où moi j'étais dans une espèce de réflexion sur comment démarrer le livre. En fait. C'est assez vertigineux de démarrer un livre, parce qu'on peut démarrer un livre de 1000 façons. Et ça m'a bien aidé parce que je pense que c'est ce qui m'a fait pencher du côté du traitement thématique d'une biographie. Je ne me sentais pas à l'aise avec la chronologie. En fait, on en reparlera, mais la chronologie, elle va mal à la vie de François, enfin de mon point de vue, pas du tout. Donc, quand il m'a parlé de ce 7, alors évidemment, la symbolique du chiffre 7. Donc c'est lui qui a trouvé cette symbolique du chiffre 7. En tout cas, sans le vouloir, ou alors peut-être il est très malin et il m'a orienté dans l'écriture, mais en tout cas, ça a été vraiment le catalyseur du traitement de la biographie. Donc merci, Michael. Alors, le chiffre 7 n'a strictement aucune importance parce que je ne crois pas à la numérologie. Je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Je suis un matérialiste athée, c'est une position philosophique. Donc évidemment, ça nous a amusé avec Cédric de brouiller les pistes dès le départ. Ce qui est intéressant aussi dans un texte et dans un récit, c'est de mêler les mémoires, c'est de mêler les formes de souvenirs, c'est de mêler les différentes réalités. Et dans la mesure où Cédric a décidé de faire une bio d'un grimpeur qui est là, bah, du coup il avait le sujet sous la main, donc j'ai essayé de, si je peux me permettre, donc j'ai essayé effectivement d'ouvrir mon carnet d'adresses, d'ouvrir mes souvenirs, et puis peut-être même qu'on aille un petit peu plus loin, c'est-à-dire ouvrir aussi cette espèce de boîte qui est une vie d'un sportif, en essayant non seulement de faire un carnet de courses, ce qui nous semblait un peu court,
ne surtout pas tomber dans une espèce d'hagiographie, ce qui aurait été totalement insupportable, mais bien au contraire d'essayer de mêler les réalités qu'il peut y avoir derrière les images, dans la mesure où j'ai effectivement beaucoup mis en image la montagne et l'alpinisme. En tout cas, c'est une vie très dense, enfin, vous allez le voir, bien remplie. Bon, nous, on va commencer quand même par le début, parce qu'on est un peu plus cartésien. Parce que c'est vrai, quand on lit le livre avec toi, on part, on revient, c'est par thème, donc c'est Mais ça s'explique, enfin... Mais c'est bien, hein, c'est un très bel exercice. Je ne fais pas de l'explication de texte, mais moi, en tant qu'auteur, la chronologie, ça ne m'allait pas. Et quand je dis que la chronologie, elle, de mon point de vue, ne colle pas à la vie de François, c'est que certaines personnes ont des vies avec des successions de cycles. Voilà, on a des séquences d'une activité, d'une expérience, et puis on passe à autre chose. On ferme plutôt la porte de l'expérience précédente, et puis voilà, on va de cycle d'expérience en expérience. Différentes, distinctes. Voilà. François, c'est toujours bizarre de parler de François quand il est... Enfin, moi, je trouve ça un peu bizarre d'être là aussi. Ça doit être étrange quand On même. va vous mettre à l'aise, mais c'est un peu bizarre. Mais François, en fait, allez, à 25 ans, les 7 vies, elles étaient entamées. Oui. Voilà. Donc en fait, elles ont été Elles étaient menées programmées, peut-être programmées. Ouais. En tout cas, elles ont été menées de concert, parallèlement, conjointement, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, de mon point de vue, pas successivement. Donc si j'avais fait le choix d'un traitement chronologique, je me serais complètement embrouillé les pinceaux, parce que j'aurais commencé un petit peu quelque chose, mais pas tout à fait fini. Voilà, donc ça m'allait... En fait, tu es en train d'expliquer que j'ai plutôt un parcours un peu confus. Non. Non, très dense, très dense. On va commencer par le début. On va commencer par l'enfance quand même, mais d'où tu viens? Parce que t'es le fils à qui? On ne sait pas trop, hein. T'es pas d'ici, toi. Hein, donc, commençons dès le départ. La porte du 17 est toujours ouverte. Les copains le savent. Il suffit de glisser la main dans l'étroite boîte aux lettres, de se saisir de la ficelle pour activer la clenche. Il n'est pas rare que les Damilano trouvent quelqu'un chez eux en entrant. Le frigidaire et la bibliothèque sont partagés. Parfois, un message sur la table du salon pour signifier son passage. Un petit bout d'Alpe communautaire au centre-ville du Mans. Pascal, un ami de François, a encore l'étrangeté de cet endroit en mémoire. On entrait là-dedans comme dans un chalet, un refuge même. On entrait dans l'inconnu. François était un ovni. Il se passionnait pour un univers totalement mystérieux à nos yeux, la montagne. Mais comme on avait chacun nos univers d'adolescents, ça m'allait bien. Les sorties dominicales sont consacrées à la randonnée un peu, à la grimpe beaucoup. Les falaises environnantes sont explorées, défraîchies, un tantinet équipé. À l'époque, on pitonne à l'économie qu'en cas de nécessité morale. Parfois, on pousse vers l'océan, go west. Il se dit qu'un observateur curieux pourrait retrouver de vieux pitons Charles et Moser rouillés d'iode sur les falaises granitiques quelque part entre Cancale et Saint-Malo, vers la pointe du Groin par exemple. D'autres fois, cap à l'est, on va à Blo, c'est déjà plus sérieux. C'est souvent le cas entre unités isolées. On se rapproche, alors le groupe du Mans n'oublie pas ses proches voisins, les CAF de Rouen, de Caen et de Rennes. Chaque week-end de Pentecôte, des regroupements sont organisés. Les cordées se mêlent et se démêlent allègrement. Il est plaisant de croire que deux tout jeunes gens ont grimpé à proximité, voire comble du romantisme, ensemble. François est un Normand, lui aussi épris de hauteur, Christophe Profit. On croit ou non au destin, mais il est frappant de voir comme certaines existences sont précocement marquées. Il n'y a pas 36 façons de venir à la montagne. Soit on est à ses pieds, l'élément vertical nous convoque alors quasi filialement avec cette apparence de l'évidence, soit on y fait un jour ses premiers pas et la révélation nous tient toute une vie. Il y aurait donc une troisième rencontre possible, quand la montagne, privilège singulier, se déplace jusqu'à l'heureux élu. Alors ça, faut expliquer. La montagne se déplace à toi, François. Mais qui doit expliquer? Mais toi. C'est toi qui dois expliquer. Comment t'es venue la passion? Non, effectivement, c'est un petit peu étonnant puisque je suis natif du Mans. Je n'appartiens absolument pas au sérail du monde des guides et des alpinistes, ni des grandes vallées alpines pyrénéennes. Et paradoxalement, j'ai baigné, c'est pas qu'une impression, j'ai baigné finalement dans l'univers de la montagne depuis ma naissance parce que tout simplement j'avais des parents passionnés d'alpinisme. Alors après avoir des parents passionnés d'alpinisme dans les années 60, quand on habite dans l'ouest de la France,
comment dire, la distance et le temps étaient autres finalement au siècle dernier. Les Alpes étaient beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Ça paraît très étrange de le dire, mais il faut s'en souvenir. Quand nous partions en vacances avec mes parents, ils avaient une dauphine, puis une 4L, une verte salade, qui était célèbre après. Je ne sais pas comment ils faisaient, parce qu'ils partaient avec donc, mon frère aîné, ma sœur, moi je ne sais pas trop dans la 4L, mes parents. Pour 3 semaines ou un mois, on est à Servoz ou en Oisan, en camping la plupart du temps. Il y avait le matériel d'alpinisme, de spéléo, de camping. Je ne sais pas comment ils faisaient. Nous, on a une voiture un peu plus grande là aujourd'hui, et l'autre jour, je suis parti tout seul rejoindre des clients. La bagnole était pleine. Donc voilà, on sait que ça ne fonctionnait pas tout à fait de la même manière. Et du coup, paradoxalement, j'ai toujours vécu dans cette ambiance d'alpiniste. Et la maison familiale, qui était le siège de la section locale du club alpin français qui avait été créé par mon papa, Raoul, servait finalement de point de rencontre de tous les passionnés d'alpinisme ou de montagne. Et finalement, il y en avait. Et comme ils se sentaient très loin, je pense qu'ils se resserraient, et ils se resserraient dans ce lieu très particulier qui était la maison familiale, où effectivement, la porte d'entrée, on mettait la main comme ça dans la boîte aux lettres, il y avait une petite ficelle, on tirait dessus, on pouvait rentrer. Voilà, il y avait une espèce de refuge. Mais ça n'explique pas très anecdotique. La belle image qu'a donnée Cédric quand il dit que la montagne vient à toi, elle vient chez toi la montagne. Cédric va expliquer peut-être lui mieux. Première chose, déjà, c'est très intéressant pour moi, je trouve, de remonter à la connexion originelle pour tout, oui. Pour toutes nos passions. De savoir, parfois on ne sait pas l'expliciter, on ne sait pas dire comment c'est venu, c'est comme ça. Parfois c'est très précis, c'est un moment, c'est une seconde. Et moi ça m'a très intéressé, passionné même de savoir comment François avait rencontré cette montagne. Ce qu'il y a de singulier également, c'est que ce sont les représentants de la montagne qui se sont déplacés aussi. Voilà. C'est-à-dire que comme le papa de François, Raoul, était à l'époque très actif au sein du club alpin du Mans, voilà. Il y a eu une succession de conférences et donc de déplacements d'illustres alpinistes. François s'en souvient, on ne s'en souvient pas, mais ce qui fait que, et c'est peut-être, alors après c'est de la psychologie de comptoir, et c'est peut-être aussi ce qui a forgé et structuré la façon d'appréhender la montagne qui est celle de François. C'est-à-dire qu'on lui a présenté aussi la montagne par ce qu'il a raconté. Le récit. C'est-à-dire que tout de suite, alors de Maison, Terré, Rebuffat, etc. Donc très vite, François, il a eu autant d'appétit pour la montagne que pour le récit autour de la montagne. Voilà. Et ça, c'est aussi une singularité. Alors, est-ce que ça explique toute la suite du parcours? Ça, moi, je ne sais pas. Étonnamment, effectivement, j'ai des souvenirs, construits, reconstruits, je ne sais pas trop, mais quand même des souvenirs assez précis, de René de Maison, avec son grand manteau de fourrure, dans le salon familial, et le salon était tout petit. De Gaston Rebuffat, à qui on posait toujours la question, mais pourquoi vous grimpez sans casque? Il répondait invariablement, parce que ça m'empêche de penser. Je l'ai ressorti après en conférence, quand moi-même on m'a envoyé la question. Et puis il y a cette fameuse histoire avec Lionel Terray, qui passait au Mans pour présenter les films Connaissance du Monde, et puis du coup, qui se retrouve à aller gravir les falaises de Sceaux, des toutes petites falaises calcaires, à 1 heure de voiture du Mans. Donc effectivement, mon père grimpe avec Lionel Terray alors qu'on n'est absolument pas du sérail. Donc il y a une espèce de raccourci et de notre univers qui nous fait tous rêver, et de ce que finalement va devenir mon métier et ma vie, qui est du coup est un peu étonnant et intriguant pour Cédric, qui quand il s'est mis à écrire, la première chose qu'il a fait, il est monté au Mans là-bas. Donc non pas commencer par faire une course automobile ou une moto qui me passionnait beaucoup, mais effectivement aller voir le salon familial. J'ai été reçu par son papa de façon très solennelle. Voilà. Ah, c'était important. Oui, mais bien sûr, de façon chaleureuse et solennelle. Son papa quand même, que tout d'un coup c'est son fils qui rentre dans la légende. Évidemment, puis en plus... tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, mais non, le fait que tu lui consacres une biographie. Et puis en tant que parent, il y est un petit peu pour quelque chose, certainement. En tout cas, c'est bien qu'ils se le disent. Et ça a été un bon moment.
C'était un chouette moment, moi qui ne mange pas de viande, j'ai eu le droit à mes rillettes. Non, mais après dans les métiers, dans les carrières sportives ou dans les métiers tels que les métiers de guide de haute montagne, on se construit contre la vie parentale ou totalement avec. Et ce sont deux carburants aussi puissants l'un que l'autre, de toute façon. Il s'avère que moi je me suis construit complètement avec, c'est-à-dire que c'est assez clairement, pour ne pas faire de la psychogénéalogie à deux balles, je ne sais pas si Emmanuel Ratus c'est parlé, j'ai lu tous ses bouquins, mais bien évidemment que mon métier de guide est la continuation d'un espèce de fantasme, d'une espèce de rêve non réalisé de mon père, de mon papa Raoul, bien évidemment. Donc à partir du moment où j'ai dit que je voulais partir vers les Alpes, j'ai plutôt toujours été accompagné et je suis même très impressionné qu'il n'ait pas exprimé plus de peur que ça à mon égard. Mais on va continuer à avancer un petit peu. Avant d'être tout de suite à Chamonix, tu passes par Grenoble. Grenoble est la ville des connexions verticales. Le monde de la montagne est un petit monde. Tous se connaissent. Plus encore lorsqu'on se rapproche du haut de la pyramide. Les cordées se font et se défont au gré des intermédiaires et des occasions. François fait son trou, se joint à la dynamique des grimpeurs locaux. Rapidement, frénétiquement, Jean-Louis Laroche, nouvelle figure emblématique du guide, dans la vie de François, Yves Guesquier, Patrick Drahet, le futur collègue EduxP, approchaient un jour de grève où l'on accrochait les calicots rageurs à grands coups de rappel. François Guérineau, Philippe Fauchiot, les grands frères du Mans, toujours là. Et bien d'autres. Pas le temps d'attendre le compagnon de la vie à la mort. Les sites d'escalade comme Presles, le Krebs de Voiron, l'école d'éducateurs spécialisés, le service des sports de Grenoble sont autant de plateformes de rencontres entre grimpeurs. Des cordées et des amitiés solides s'y tissent. François croise beaucoup de monde, il ne boude pas ça, en être. Un soir de l'hiver 1981, Jean-Louis Laroche lui présente un très fort alpiniste déjà guide, connu au-delà de Grenoble, Godefroy Perroux. Grand gaillard aux bras interminables, visage taillé à la serpe, regard doux et placidité rassurante. Godefroy est déjà une référence dans l'activité émergente, la cascade de glace. Il a ouvert de nombreux itinéraires, pour certains déjà d'ampleur, son nom résonne dans les fonds des vallées glacées de l'Oisans. S'ils avaient su comme leur existence allait se mêler, auraient-ils célébré cet instant? Ce soir-là, la dissymétrie est encore de taille. J'étais intimidée, impressionnée, un petit garçon. Je crois que je n'ai pas dit un mot de la soirée. Certains diront que c'est assez rare pour être apprécié. Grenoble, on y vient pour travailler. François ne l'a pas oublié. 1979, il rentre à l'IFES, l'école d'éducateurs spécialisés. 1982, il en sort diplômé. Plus par raison sociale qu'autre chose, ses études ne vont toutefois pas jusqu'à l'ennuyer. Le cursus l'intéresse, il apprend, il applique et lit beaucoup, comme avant, comme après. François travaille ensuite à l'Association des paralysés de France. Il se rapproche encore davantage d'un collègue fort grimpeur, Patrick Drahet. Il réclame un emploi du temps identique pour vite filer dehors, vite grimper. On était affamés les week-ends d'astreinte comme on était coincés dans les locaux de l'APF et qu'on ne pouvait pas grimper, on faisait des traversées sur les murs en pierre apparente de la salle de réunion. Le lundi matin, il y avait des traces de puff partout. Se souviennent-ils complices? La nostalgie, quoi qu'elle en dise, n'est pas toujours douloureuse. S'il s'échine à travailler équilibre du corps et endurance, des doigts, c'est qu'un métier. François en a un autre en tête. François sera guide. Donc tu commences quand même par un premier métier. On n'est pas très obsédé par la grimpe, mais pas loin. Bah oui. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte et effectivement, comme plein de jeunes, on a à un moment donné un parcours où on fait des études un peu par justification sociale et parentale. Donc on passe par une grande ville, donc évidemment pour moi c'est la capitale des Alpes, c'est Grenoble. Alors Grenoble c'est quand même un lieu très très particulier, je ne sais pas s'il y a des anciens Grenoblois ou des Grenoblois. Voilà. Grenoble c'est quand même au pied de l'Oisans, c'est pas si loin de Chamonix, il y a les falaises, on est tout près du sud, donc on est à une période dans les années 80 où il y a une séparation de ces mondes aussi, vraiment l'escalade pure et gymnique représentée par le sud, à Grenoble on en est aux portes. Puis en même temps, moi je viens et je rêve de l'alpinisme, donc on n'est pas trop loin.
À Grenoble, il y a les grelots, hein, il y a toute la vallée du Grésivaudan, cette matière grise, l'industrie, les bureaux d'études et tous ces gens que ça amène à vouloir venir dans les Alpes pour faire de la montagne et accessoirement vivre d'un métier. Donc c'est vraiment un milieu très bouillonnant et qui probablement, moi, m'a déplacé un petit peu de ce qu'est la vie très particulière à Chamonix. C'est-à-dire, je ne suis pas tombé tout de suite dans le massif du Mont Blanc avec ses rides, ses codes et puis peut-être ses règles du jeu. Donc à Grenoble, il se passait un petit peu autre chose. Il y avait d'autres approches culturelles que moi j'ai vraiment adorées. Souvent, quand on me demande d'où je suis originaire, j'ai un petit moment de réflexion, parce que j'aurais tendance à dire que je suis de Grenoble. J'ai vécu 20 ans à Grenoble. C'est là où tu t'es construit. C'est là où je me suis construit, c'est là où j'ai mes amitiés de jeunesse, qui sont celles généralement qu'on garde toute la vie. Le Mans ne représente pas tant de choses que ça. Grenoble, oui, bien évidemment. Et pour revenir un petit peu aux coulisses, aux coulisses de l'écriture, quand on a évoqué les années Grenoble avec François, c'était un moment où moi, dans ma façon dans l'économie générale du livre, je ne savais pas encore trop où j'allais. Et donc je disais à François, on se retrouve cet après-midi, on parle de Grenoble. Alors on parlait de Grenoble, et puis je partais, et puis il me disait, il faut encore que je te parle de Grenoble, donc je revenais, on parlait de Grenoble, et en fait on n'avançait pas, quoi. On n'avançait pas parce que pendant en quelques années, mais c'est vraiment bouillonnant, c'est bouillonnant en Grenoble. Et quand je disais tout à l'heure qu'à peine 25 ou 30 ans, toutes ces vies étaient entamées, enclenchées, c'est la réalité. Et ce qui est drôle, alors je parle pour toi, mais dans nos discussions, il me disait, mais pourtant, j'ai le souvenir de ce sentiment que ça n'avance pas à Grenoble. Alors que moi, observateur plutôt neutre, je voyais ça, il y avait le guide qui se profilait, il y avait beaucoup de grimpes, beaucoup de rochers, de la glace, beaucoup d'alpinisme. Il y avait déjà des contacts avec la presse de montagne, Montagne Magazine, Alpirando, etc. Il y a déjà les caméras qui tournent autour, il y a la connexion avec l'innovation matérielle, etc. Moi, je trouvais ça vertigineux. J'essayais c'est moins loin, mais j'essayais de me rappeler de mes 25 ans. Je me disais, mais je ne faisais rien, moi. Je ne faisais rien. Et vraiment, c'est bouillonnant, et je pense aussi que c'est un des éléments qui, à un moment, m'a fait choisir un traitement qui ne pouvait pas être chronologique. Ouais. C'est pas possible, parce que là, à Grenoble, tout est mis en place. C'est vrai que c'est étonnant ce lieu Grenoble, en particulier dans ces années 80, qui sont quand même des années charnières culturellement dans la petite histoire de l'alpinisme et de la grimpe, puisqu'on va trouver quand même... on se retrouve au carrefour entre ce qu'on appelait la bande des Lyonnais. Hein, pour quelques-uns, la bande de Lyonnais, il y avait nos aînés, mais pour les gens de ma génération, c'est toute la bande à Escoff. Il y avait il y avait la bande du Sud. La bande du Sud, il y avait évidemment les deux Patrick, mais il y en avait plein d'autres. Et puis voilà, et puis le triangle était formé avec Chamonix ici, on va dire plutôt représenté par les Boivin, les Profils, etc. Bon voilà, on était complètement comme dans ce bouillonnement. Et puis en même temps, à Grenoble, il y a des fabricants de matériel de montagne. Comme le souligne Cédric, il y a les médias, donc il y a nouvellement créé Montagne Magazine. Et puis il y a le magazine Montagne, le magazine télé qui était à l'époque le seul magazine national fabriqué en région, qui était fabriqué donc à l'antenne grenobloise de... Ça s'appelait pas France 3, ça s'appelait FR3 à l'époque. Il y avait dans l'économie du sport l'émergence d'un groupe qui s'appelait GoSport, qui à l'époque était bien plus gros que Decathlon, et s'est après fait manger complètement par Decathlon, mais voilà, GoSport c'était une autre forme de distribution, c'était une autre forme d'économie du sport, et il s'avère que je rencontre les gens qui sont à la tête de GoSport à l'époque. Du coup, effectivement, de manière un peu involontaire, je me retrouve au milieu de cette espèce d'économie changeante autour des sports de montagne. Et moi, j'ai l'appétit de mon âge, donc je me jette dans le grand bain. Ouais. Et puis juste, ce qui est frappant aussi, c'est que c'est le début de plein d'histoires. Même si la cascade de glace était née un petit peu avant, c'est quand même le début de l'installation, en tout cas de l'essor et de l'élan de la cascade de glace. C'est le début d'une diffusion de la presse montagne. En fait, il y a plein de trajectoires humaines ou sociales ou d'activités qui
naissent quasiment en même temps, en tout cas qui se développent en même temps. Et donc ça fait un élan fou. Il y a une vraie dynamique, on ressent une dynamique collective, globale. Et ça, c'est... Et une fois encore, pour revenir sur l'écriture et sur le bouquin, on a le droit de se taire. Donc, Oui, non, mais- ce qui était intéressant dans le travail proposé par Cédric, c'était évidemment de se servir à un moment donné d'un parcours, le mien en l'occurrence, mais de manière à éclairer des époques, à éclairer des mutations, à montrer des portraits de gens qu'on connaît tous. C'était évidemment de cheminer dans ces quelques décennies de l'alpinisme et de la grimpe. Eh ben, on continue dans ces années. Dans les années 1980, François s'éprend du solo. Si Grenoble est un chaudron bouillonnant de rencontres, il n'est pas rare que la Renault s'échoue auprès de la Madame Carl, bout du monde de la vallée d'Elfroide, un seul grimpeur à son bord. François remonte le glacier noir, bivouaque au mieux et explore la trilogie des couloirs nord. Couloir nord du col du glacier noir, couloir nord du coup de sabre et couloir nord-ouest du pic sans nom. Seuls 2 piolets, pas vraiment traction, une broche à glace au cas où, un bout de corde blanche, 25 mètres, on ne sait jamais. Cette broche chouinard et cette écharpe blanche sont comme les symboles de cette époque initiatique au cours de laquelle François confirme son goût pour une montagne en liberté, épurée de lourdeur matérielle, où le plaisir de grimper sans contrainte prévaut sur le reste. De ses expériences solitaires, à 25 ans, François garde 3 sensations en tête, nettes, tangibles. Celle d'y aller sans trop savoir où ça se passe et comment il descendra. Les topos ne remplissent pas les bibliothèques à l'époque. Les sites communautaires ne sont pas même imaginés. Ne pas savoir, est-ce la définition de l'engagement? D'ailleurs, les solos d'Amilano se feront rarement après travail et repérage. Souvent, son solo coïncide avec sa première visite dans la voie. Souvent, c'est une première pour les deux. Celle de ne pas connaître cet état d'extase au sommet des difficultés, seul. À chacune de ces expériences solitaires, je m'attendais à être submergée d'émotions dans l'idée que je m'étais construite du solo, et puis rien, un petit youpi, et hop, je redescendais. L'athéisme résiste aux ascensions et à leurs célébrations. Peut-être que je me sentais frustrée d'être tout seul. Le solo lui donne paradoxalement conscience que les plus fortes émotions se partagent. Celle de sa dent fendue, un désancrage de piolet à hauteur de sourire du jeune homme enthousiaste. Jamais plus je ne referai cette erreur de débutant. Personne ne l'a entendu pester contre sa bêtise, c'est une autre singularité du solo. On ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Personne à engueuler, personne sur qui remettre la faute. Donc t'attaques vite le solo, quoi. T'avais déjà un peu commencé un peu avant, mais ça t'attire. Le solo, c'est constitutif de notre culture de l'alpinisme. Le solo est en permanence magnifié dans la littérature alpine, dans la filmographie alpine. Comme je me suis construit, comme beaucoup, avec l'image, avec le récit, une fois de plus, puisque je viens de loin des montagnes, mais il était totalement évident, je ne me posais même pas la question, c'était évident que je devais me confronter à cette expérience du solo que j'avais lu à longueur de page de nos grands écrivains aînés. C'est une espèce d'évidence. Et puis, autre paradoxe, c'est que dans ce bouillonnement grenoblois, je ne faisais pas non plus partie d'un cercle, j'arrivais de nulle part, je n'avais pas tant de compagnons de cordée à la motivation ou au calendrier aussi disponible. Donc ça me semblait une réponse assez simple finalement que d'aller grimper en solo quand j'avais personne. Je trouve ça assez simple comme réponse, non? Ouais, c'est limpide. Oui, puis on ne peut pas contester qu'il était tout seul. Après, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, je le répète, mais dans la discussion autour du solo avec François, alors après il peut me raconter ce qu'il veut, hein. On m'a peut-être orienté, mais j'ai vite perçu qu'on ne retrouvait pas les leviers rhétoriques et psychologiques qu'on retrouve, et certainement à juste titre, et je ne les juge pas et je ne les condamne pas. Mais j'ai senti chez François un goût du solo, comme il le dit, parce que c'était une évidence par rapport à l'histoire et par rapport à la mythologie de notre activité. Je pense aussi par volonté de prendre conscience qu'il avait la marge technique, etc. Et puis une forme d'épuration esthétique, philosophique, mais pas de colère, quoi. Pas de colère, pas de rébellion, pas de
pas de défi à la mort, c'est ce qu'on met souvent autour du solo. Enfin, souvent les mots qu'il y a autour du solo, il y a des comptes à régler. Puis il y a des comptes à régler avec quelque chose. Et encore une fois, aucun jugement de ma part sur les motivations des uns et des autres à aller seul en montagne. Et sans chercher la particularité ou un discours différent pour avoir un discours différent, je trouvais intéressant les mots qu'il y avait autour du solo chez François parce que c'était assez doux. C'était assez doux. Mon idée aussi, c'était que dans ce livre-là, il y ait quand même en fil rouge un alpinisme un petit peu heureux. Évidemment, on va en reparler, il y a des drames, il y a des épreuves, mais qu'on se dise aussi qu'en montagne, on y est bien, qu'on passe de bons moments, que c'est beau et que ça nous emplit, et que ce n'est pas toujours obligatoirement la bagarre. Et juste, je reviens, et c'est ce qui m'a fait hésiter aussi sur le préambule et sur l'accroche. Parce que l'accroche, elle est quand même un petit peu dure. C'est un accident, ça fait mal, il y a de la peur, on rappelle les moments où ça aurait pu se terminer. Évidemment, c'est une accroche qui est spectaculaire, c'est peut-être même une accroche qui est efficace. Je ne cherche pas l'efficacité, mais je me suis interrogé là-dessus, parce que moi, je ne voulais pas du tout partir là-dessus. Et le chapitre sur le solo, de fait, par rapport à cette intention, ça m'allait très bien, parce qu'on y parle plutôt de bonheur d'être en montagne. Un petit youpi, quoi, pour redescendre. Ouais, alors, le youpi, il est vraiment important parce que vous avez tous regardé autant de films de montagne que moi. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de fois où la scène se finit par Yaou. Et c'est vraiment le truc qu'il faut éviter quand on est cinéaste ou quand on est grimpeur devant une caméra de produire. Et pourtant, alors tous, mais tous, on l'a fait, le Yaou, le machin. Et effectivement, les premiers solos ou d'autres plus importants en termes, on va dire, de performance sportive, m'ont un peu pris au dépourvu dans l'arrivée au sommet. Parce que l'intensité, bien évidemment, elle est probablement avant dans la gestuelle, dans l'engagement. Et cette espèce d'arrivée seule au sommet d'une montagne, au sommet d'une voie, où peut-être on projette aussi un moment construit psychiquement, une espèce de révélation, un sentiment qui va nous envahir tout d'un coup et qui va nous transformer. Moi, je ne suis pas assez mystique pour ça, quoi. Je ne ressens pas ça. Et là-haut, sans déconner, souvent en solo, au sommet d'une montagne, on est tout seul. Puis un tas de cailloux, un tas de neige. Bon bah voilà, On fait le tour là comme ça, bon bah ouais, c'est super ce que t'as fait mon gars, bon bah t'as plus qu'à descendre quoi. Mais il y avait... Alors en même temps, bien évidemment, il y a de la dérision et je me moque de moi-même et de nous-mêmes. Ça m'empêche pas de continuer de faire du solo et ça m'empêche pas de pouvoir expliquer ce que l'on ressent et pourquoi on accomplit ce type de performance sportive. Et c'est vrai que l'arrivée en haut d'une voie ou en haut du sommet est un moment un petit peu déstabilisant pour moi. Puis le selfie n'existait pas. Non, il n'y avait pas de selfie. Non, c'est moi. Après, juste une chose, non, peut-être un peu bavard. Non, mais il faut qu'on avance un peu parce qu'il y a quand même selfie. Il en aurait qu'une, ça irait vite, ça va être choix avec cette. Attendez. On va pas vous raconter le bouquin, vous allez le lire. Ouais, on va pas tout vous dire. Je suis pas là pour vous raconter le 2 ans de travail de Cédric. Juste ici à température, on est monté à 27,5. Non mais il n'y a pas de chauffage en fait. Ah bon? Et c'est pas il n'y a pas du tout de chauffage. Mais si vous voulez, on peut ouvrir. Je pensais que c'était moi qui avais chaud. Non, mais c'est parce que c'est une salle qui est. Je pensais que c'était moi. On ouvre un peu. Mettez-vous là et comme ça on va ouvrir et ça va vous aérer. Voilà. On referme après. On se croira en été à Chamonix. On n'a jamais autant de neige cet été. Hein. Là, je vais vous refroidir un peu. On va parler des cascades de glace. Juste une chose qui est importante à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, François, on le connaît en tant que... Ah oui, Non, je crois qu'il faut vous déshabiller, il n'y a pas de enfin, j'en vois pas d'autres. On peut ouvrir un petit peu là, ouais. La porte, on va l'ouvrir un peu pour que ça fasse courant d'air. Vous pouvez la grand, c'est pas ce que je veux. Et vous appuyez. On est là pour vous. Voilà, super. il y a deux points simplement. Le premier, c'est que François, aujourd'hui, c'est le réalisateur, le guide, l'éditeur, etc. J'avais aussi envie de réhabiliter le grimpeur, enfin réhabiliter, qu'on se souvienne du grimpeur de haut niveau. Ouais. C'est
parce que justement, il est pénible avec ses nombreuses vies. À un moment, si on s'attache et si on fait le focus sur une vie actuelle qui l'occupe un petit peu plus quand il est derrière la caméra, on oublie qu'il y a eu des solos en cascade, en montagne, en Himalaya, qui sont des solos vraiment d'ampleur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi une vigilance que j'avais en tant que biographe, c'est qu'à passer du temps avec son sujet, alors au début évidemment on parle d'alpinisme parce que c'est notre terrain commun, et puis moi j'étais quand même plutôt à vouloir savoir les degrés de pente, la difficulté, etc. Puis au bout d'un moment on boit des cafés, on boit des bières, on parle de la vie, on parle de l'amour, on parle de... Et puis petit à petit c'est l'homme qui prend la place de l'alpiniste. Voilà. Et donc de temps en temps je me disais n'oublie pas quand même ce qu'il a fait en montagne et écrit. Et le chapitre du solo, on découvre notamment des solos qui n'avaient pas, un solo qui n'avait pas été à la Madeleine, qui n'avait pas été homologué. Enfin non, mais diffusé parce qu'il n'avait pas trop le droit en fait d'être là-bas. Voilà. Mais c'est quand même une performance. Il y a prescription quoi maintenant, tu Ouais. peux le dire. C'est T'avais une pas le performance permis, en c'est montagne ça extraordinaire. T'avais pas le droit. Bah, l'histoire du solo à la Madame Blanc, c'est que en fait, je découvre dans un même voyage en 93, en me mettant dans les pas de Jean Clémenceau et de Paulo Grobel, je découvre l'Asie, je découvre le Népal, je découvre l'Himalaya, le Khumbu, le plaisir du trek, le plaisir de gravir un haut sommet qui est l'une des plus belles montagnes du monde, Dixit, tous ceux qui passent au pied pour aller faire l'Everest, hein. Et cette montagne c'est la Madame Blanc. Et puis il me reste un petit peu de temps à la fin de l'expédition, et le camp de base est au pied de cette face nord-ouest de la Madame Blanc, qui est cette très belle face glaciaire qu'on voit sur tous les guides de trekking et vraiment sur la plupart des photos des bouquins d'Himalaya. C'est la montagne représentée, symbolique du Khumbu. Et puis je suis au pied, et ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on est là, et puis c'est vrai que j'ai fait beaucoup de solos dans les Alpes, et particulièrement en glace à cette époque. Puis à force de la regarder, je me dis, c'est haut, c'est grand, mais voilà, je suis déjà allé au sommet, je suis acclimaté, j'irais bien me balader là-bas, et donc il y a juste Jean Clémenceau qui est au courant. Et je prends mes 2 piolets, je prends 2 thermos de boissons infâmes préparées par le cook. Ceux qui sont au Népal me comprendront. Du jus d'orange avec la moitié de ça de sirop et machin que je ne pourrais pas boire. Et puis je pars dans la face nord-ouest de la Madame Blanc. Mais bien évidemment, je n'ai pas d'autorisation et les réglementations népalaises fait qu'on paye un droit au sommet pour une voie, pour une période. Et comme c'est en plus pas moi chef d'expé, c'est Paulo Grobel, par respect envers Paulo pour pas qu'il ait d'ennuis, qu'il soit interdit de Népal, on dit rien en rentrant. Donc il y a Jean qui a été témoin de cette ascension, qui a fait heureusement quelques photos. Donc du coup pour la première fois on sort ces photos. Je me dis 93 aujourd'hui à peu près prescription. Ouais. Aujourd'hui on s'autorise beaucoup plus de choses. Peut-être qu'à l'époque il y avait déjà moins d'expéditions, moins de grimpeurs. Donc on faisait beaucoup plus attention. Moi c'était mon premier voyage au Népal, je me disais j'allais quand même pas me griller. Puis il y a l'agence aussi, il y avait Temple Circuit Trekking, il y avait avec Sonam, bon, voilà, il y a toute la chaîne, un petit peu des gens avec lesquels on travaille. Donc on a laissé les diapos dans les boîtes et je ne les ai réouvertes au moment de la maquette du livre chez Guérin. Donc il y a les photos dans le bouquin. Parce que François il a fait beaucoup de photos aussi. Je vais lire un petit passage. Au Canada ou ailleurs, photographier un grimpeur en cascade n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas l'amide, non, mais cela reste un choix. Mais on est loin de la douceur et de la constance du rocher. La glace chahute le confort de l'existence. Au départ, il y a la patience et l'errance. Des journées entières, François traque les cascades en condition. Des vallons de Loisan au Val de Cogne, de la Norvège au Canada. L'enchaînement idéal fait succéder un hiver rigoureux à un automne pluvieux. C'est rare. Parfois, grimpeurs et photographes arrivent trop tôt, d'autres fois il est trop tard. De quelques heures, la glace a son propre rythme. Il faut que la chance et expérience viennent s'en mêler. Puis il y a l'effort des approches, à ski, à raquette ou à rien, et cette neige qui monte jusqu'aux hanches. Des heures où la cascade semble jouer à s'éloigner et où transpirer est interdit par le froid qui attend. Se joue ensuite le pari des conditions. Réunion rêvée d'une glace accueillante, d'une belle lumière et d'acteurs en harmonie.
S'il le faut, le demi-tour s'imposera et il faudra attendre l'hiver d'après ou les suivants ou jamais. On a connu des éléments plus fidèles. Le froid, lui, sera toujours au rendez-vous. Le froid qui creuse la peau, éprouve les machines et invite au renoncement. C'est au final un petit exploit qu'une image naisse de ce lot d'incertitudes. Le rocher est moins capricieux. L'équation s'y réduit de nombreuses inconnues. Enfin, il y aura la répétition. On n'est jamais à l'abri de faire une belle image par hasard, mais pour les reproduire, c'est une autre histoire. La bonne photo exige le bachotage. Il est arrivé à François de refaire 10 fois la même cascade et de multiplier les poses pour satisfaire les chasseurs d'images. Faire de la photo en cascade de glace est un drôle de pari. La glace exige. Au relatif inconfort et difficulté à faire de l'image en cascade de glace s'ajoute le risque au pluriel. Celui du projet de trop, celui du geste en trop, celui où la vigilance s'embrume, celui où la marche se consume. C'est dans l'objectif des caméras et des appareils photo qu'exposition et engagement peuvent jouer leurs notes les plus aiguës. On sait comme la lumière peut aussi aveugler. Pas mal de fois, ça aurait pu mal se passer. Gérard Kosinski sait très bien ce qu'il aurait fait d'une photo d'un drame. Poubelle. L'engagement n'est pas lié à l'exposition. L'engagement, c'est ce que l'on est prêt à mettre dans la balance d'une action, et chacun y met ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a à y gagner ou à perdre. Son degré peut être lié aux autres, à celui que l'on a impliqué dans un projet. Il peut faire déraper, il peut faire mal. François est de retour dans Whipping Wall en 1990. Les caméras sont là. Le second cordé a été facile à trouver. Certains grognent qu'il est partout. C'est Nicolas Hulot. Son émission, Ushuaïa, a posé ses projecteurs en Alberta. C'est l'émission phare du moment. Des millions de téléspectateurs se donnent rendez-vous le vendredi soir pour célébrer la grande messe du sport-aventure. L'émission bénéficie d'un contexte multifavorable qui ne se renouvellera jamais. L'économie de la chaîne TF1 est radieuse et les moyens alloués quasiment sans limite. Les frontières des pays du monde sont encore ouvertes. La société a soif d'aventure. Apparaître à l'écran fait changer d'échelle. Vu à la télé, le macaron qui booste. Donc, Toujours ça qui est bien avec l'écriture de Cédric, c'est que vous avez vu, il vous emmène, on part de la problématique de la mise en place d'une séance photo, les problèmes de conditions, de repérage. On se souvient qu'il y a un siècle, enfin le siècle juste avant, la photo se faisait avec de l'argentique, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas le travail qu'on faisait. C'est tout bête, mais il faut s'en souvenir parce que ça change complètement le rapport au travail photographique. Il y avait des trucs qui n'existaient pas, qui s'appelaient webcam, drone, réseaux sociaux. Donc effectivement, les problématiques de savoir où le pouvait grimper, où étaient les bonnes conditions, étaient stratégiques. Et il fallait construire des réseaux. On utilisait beaucoup nos téléphones, vous savez, les machins avec des fils, puis des cadrans qu'on tournait comme ça. C'est juste hier. C'est ça qui est drôle aussi. Puis voilà, donc Cédric, une fois de plus, à l'art de son écriture, c'est de camper ces décors-là, et puis petit à petit de vous emmener et d'élargir le propos. Et c'est l'occasion de parler d'un vrai plaisir dans le travail d'écriture d'une biographie. Ce sont les personnes qu'on rencontre. Parce qu'évidemment, je n'allais pas me limiter à la parole de François, parce que après... Tu ne me crois pas. Il faut vérifier quand même, hein, t'as raison. Je vérifie mes sources, et puis bon, je ne vais pas développer tout le rapport que j'ai moi aux autobiographies, mais j'y vois souvent un petit peu de subjectivité, et je me disais, évidemment, ce que me dit François, ça doit être saturé de subjectivité, puis de reconstruction d'imaginaire, etc. Donc il faut que je rencontre des gens pour croiser les récits, pour croiser les histoires, pour croiser les souvenirs. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est incroyable et c'est plaisant à observer comme pour un même moment, une même action, on a reconstruit des souvenirs complètement différents. Mais simplement pour dire que par exemple pour ce chapitre, c'est une rencontre avec quelqu'un comme Gérard Kosinski, qui était le photographe de Patrick Edlinger, qui a été passionnante pour moi. Il y en a d'autres dans ce chapitre image, mais ça a été passionnant, son regard sur la technique même de la captation d'images en glace. Comme ça paraît pas un sujet très très rock'n'roll, quoi. On se dit, bon, il va me parler d'ouverture, de vitesse et tout, et c'est vraiment passionnant. Donc là, c'était un plaisir personnel. Et après, ce chapitre
autour de l'image, il est passionnant parce que l'image c'est plein de choses. L'image c'est la photo, mais l'image c'est aussi la réputation, le cliché que l'on invite sur quelqu'un. Voilà. Et François, il a été omniprésent à l'image, à l'écran, dans les magazines. J'ai rencontré aussi des gens parce que il m'a donné des adresses de détracteurs aussi, hein, sans que ce soit, parce que François, ce n'est pas un sujet polémique. Je suis quand même allé voir des gens qui m'ont dit Milano dans les années 80-90, on nous voit les magazines d'Milano, on mettait la télé d'Milano, etc. Sauf que ça tombe pas du ciel, quoi. Moi, je suis pas son avocat, hein, surtout pas, mais ça tombe pas du ciel, c'est du boulot. C'est du boulot. Et le passage que tu as lu, Lorraine, ça, j'espère, ça signifie et ça démontre comme le travail autour de l'image, c'est quelque chose qui prend du temps, vraiment beaucoup de temps. C'est très facile de condamner tout de suite l'image en se disant mais ça c'est un travail d'ego, de starlet, on veut se mettre en avant, on veut être connu, reconnu. Mais déjà c'est du travail, c'est vraiment du travail. Et deuxièmement, l'intention elle n'est pas toujours de se servir soi, évidemment, on profite des bénéfices induits, mais c'est aussi de promouvoir une activité. Il faut quand même se rappeler que dans ces années-là, la cascade de glace, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un dimanche matin d'hiver, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On va skier, on va en cascade, C'était quand même assez confidentiel. C'était confidentiel et ça avait, pour le coup, une image, on revient à la notion d'image, ça avait une image assez austère. Les photos qu'on avait, c'était des photos froides, à l'ombre, avec des gens habillés comme des cosmonautes. Ça donnait pas tellement envie, quoi. Et à un moment, l'intention de la bande à François, Godefroy, etc., c'était aussi de montrer que la cascade, ça pouvait être chaleureux, paradoxalement, lumineux. Magique et magnifique. Ouais. Voilà, donc ce chapitre sur l'image, c'est tout ça. Mais je ne l'ai pas lu aussi par hasard, c'est aussi parce qu'il y a un moment donné où ça bascule. François est l'image, est sur l'image, représente une belle image d'un alpiniste en train de franchir une cascade, mais à un moment donné, ça va se renverser. Ça va être François qui va être derrière les appareils photo, derrière les caméras, derrière... Donc ça fait partie aussi des 7 vies de François. On a parlé du guide, on a parlé des ascensions en solo, on a parlé... Et il y a aussi ce rapport aux médias, on va dire. Oui, le rapport aux images, le rapport aux médias. Tu as réussi à inverser les rôles. En fait, on faisait les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai essayé de travailler avec des professionnels, donc les photographes que moi je respectais ou que j'admirais dans le milieu, et cette rencontre en particulier avec Gérard Kozicki, mais Sylvie Chapaz, mais Mario Colonel, qui n'avait pas encore sa galerie ici, hein, et puis d'autres, Olivier Grunwald, Pascal Tourner, voilà, on se croisait beaucoup, donc il y avait un premier travail qui était d'essayer de se mettre au service de l'objectif des autres, et puis il y avait tous les moments où on était entre nous et je ressentais bien la nécessité qu'on témoigne nous-mêmes de ce qui se passait et de ne pas se satisfaire de ce qu'on mettait en place justement. Donc on s'est mis aussi à faire beaucoup de photos, donc obligatoirement à écrire, donc à intensifier nos relations avec les médias, en particulier les magazines spécialisés. Et puis il y a l'objet télé qui bien évidemment titille. Dans ces années-là, il n'y a pas encore énormément de chaînes, il y a quelques émissions emblématiques. Donc l'aventure avec Hulot et Ushuaïa est très particulière. Moi je le contacte en lui envoyant une petite lettre manuscrite. À l'époque, il était animateur d'une émission le samedi matin à France Inter qui s'appelait Action. Et très étonnamment, je reçois un coup de fil d'une de ses assistantes et on monte un plateau radio, entre l'aiguille du midi et puis la Goulotte Chéré, et puis bon voilà, il y a une première émission qui se fait, et c'est un moment particulièrement étonnant pour moi, parce qu'en fait moi je guide Nicolas Hulot en action dans la Goulotte, et en fait ceux qui servent un peu la soupe, c'est les grandes stars de l'époque qui sont eux en duplex sur la plateforme de l'aiguille du midi, et excusez-moi du peu, c'était Pierre Bégin et Yannick Seigneur. Donc il y avait une espèce de renversement de situation qui était très étonnant pour moi. Et puis on finit la journée en descendant la vallée Blanche, et au moment où le Nicolas il me rend comme ça les skis que j'avais loués pour lui pour le week-end, il me dit je travaille sur un concept d'émission télé, je sais pas si ça marchera, mais si ça se monte, je t'appellerai.
Et la petite histoire, elle est importante parce qu'effectivement, un an après, je reçois un coup de fil donc du producteur de l'émission qui dit voilà, je vous appelle de la part de Nicolas Hulot et tout. Puis bon, après, on va travailler, on va faire 3 plateaux, 3 films, etc. Mais voilà, il y a aussi dans ce monde-là des histoires de cordée ou de fidélité ou de respect qui existent aussi. Ce n'est pas que de la poudre aux yeux, et c'est là que souligne Cédric, c'est aussi tout un univers et, dans lequel moi je me suis, une fois de plus, jeté cordial, mais ça m'a vraiment passionné que de faire ça. Donc à partir du moment où on le fait en tant que grimpeur et qu'on met en place, on apprend aussi le métier de réalisateur en quelque sorte, sans s'intituler réalisateur. Donc à un moment donné, quand j'ai eu besoin un peu de sortir peut-être de ma propre caricature de grimpeur de cascade de glace, ça a été naturel finalement que de passer de l'autre côté de la caméra, puis d'essayer à mon tour de raconter des histoires, une fois de plus telles que le faisaient certains de mes aînés que j'admirais beaucoup et qui le faisaient déjà. Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'il a, comme vous l'avez compris, beaucoup de vie, ce François, incroyable. Il y a aussi la vie de conseiller technique, qui est quand même pas des moindres non plus. Il me semble que tu l'as fait avec beaucoup de foi. De foi, voilà. Ouais. Le monde de l'entreprise et des relations commerciales n'était pas une contrée familière pour François et ses 20 ans. Quand même très jeune. Poussé par une curiosité boulimique et par un pragmatisme qui n'est pas de l'opportunisme, François a dû oser mettre de côté complexe et timidité pour se vendre et faire vendre. À ses fins, il a fallu se plier à des exercices d'un nouveau genre où un peu d'aplomb, beaucoup de volonté, un sens mêlé de l'improvisation et de l'imagination furent d'un précieux secours. À vue, je ne me connaissais rien à ce monde. Je n'avais pas non plus de vision à long terme, j'étais simplement dans un désir instantané de bosser avec des personnes d'un autre univers que le mien, celui de l'entreprise. À chaque proposition, François dit oui. Il sera temps ensuite de réfléchir et d'être troublé par l'ampleur de la tâche. Quand Jean Croze, directeur général de la société Gosport et voisin grenoblois de la sœur de François, lui propose d'intervenir au sein de son groupe, le jeune aspirant guide, qui a à peine 25 ans, acquiesce. Ça te dirait de bosser pour nous? On a un déficit d'image dans le secteur montagne. Pas de problème, on y va. L'idée de formation interne destinée aux directeurs d'achat, aux directeurs de magasins et aux vendeurs germe dans l'esprit inventif de François. On fonce. Quand Pierre Ostian, présentateur de l'émission Montagne sur FR3, propose à François d'animer dès 1985 une rubrique shopping dans le magazine télé avec présentation du matériel montagne en vogue, le néo-grenoblois dit un oui enthousiaste. On fonce. Comme toujours, son expérience télévisuelle équivaut à 0. Voilà une très bonne raison de s'engager. Il a le oui spontané. Il y aura toujours quelque chose à prendre et à apprendre. François se laisse rarement impressionner par les enjeux, encore moins par les personnes. Il ne classe pas les gens. Qu'il ait en face de lui le grand patron ou la petite main, le présentateur vedette ou le modeste pigiste, son attitude ne varie pas. François n'est pas de ceux qui indexent la valeur d'une personne à l'épaisseur de son CV ou de son RIB. Il est par contre sensible à l'énergie et à l'abnégation que certains sont prêts à mettre en œuvre dans la réalisation de projets. La dynamique entrepreneuriale en est une. Quand Jean-Denis Lozac meurt, tend à François une dizaine de paires de piolets Pulsar on dit, je sais pas. Pulsar, à manches galbées Charles Moser, avant son voyage d'exploration des cascades canadiennes en 1988, avant qu'il en fasse la promotion dans les boutiques spécialisées, il acquiesce. On fonce. L'enthousiasme retombera d'un cran une fois sur place. Je poussais timidement la porte des magasins à Banff ou à Calgary où personne ne m'attendait ni ne me connaissait, avec ma carte de visite, conseiller technique et commercial, mes piolets inconnus, mon air d'adolescent naïf et mon super mauvais anglais. Je n'avais pas 30 ans, je n'en menais pas large. Just go ahead. Serge Angelucci, vagabond de la glace et futur grand copain de François, lui vient en aide en local de l'étape et traducteur hilar au rayon piolet de Montagne Magic, magasin de Banff. François était de la première vague des Frenchies qui venaient répéter des gros trucs en cascade. Il était habillé comme un bonbon fluo, des pieds à la tête, quand nous on grimpait à moitié habillés en cow-boy. On aurait dit des candy bars. On était impressionnés par ce qu'il faisait sur la glace. Par contre, en représentant bilingue, c'était moyen. Et sa grosse voix de bûcheron canadien, d'un rire comme rient les gosses, François ne se démonte pas, il ose. Charles Moser sera distribué au Canada. Je parle pas un mot d'anglais. Toujours pas? Je parle très bien le broken English, je fais partie de ceux qui massacrent allègrement la langue anglaise. Je l'ai appris au Népal, donc 50 mots, pas de grammaire, pas de conjugaison.
Donc après, pour aller vendre des piolets quand même aux Canadiens, c'est pas facile. Mais effectivement, après, ce sont des opportunités. Donc on les saisit, on saisit les opportunités comme grimpeur. Et la scène avec Serge Angelucci dans un magasin de Banff, elle est assez drôle parce que lui c'est un Québécois. Il était habillé comme les cow-boys dans Il était une fois dans l'Ouest, donc il avait son espèce de chapeau, des boots, un grand manteau de cuir. Et moi effectivement, j'étais complètement l'incarnation, je pourrais dire, excessive des années fluo. Donc moi j'étais obligatoirement en jaune, en orange, en vert, en je sais pas quoi. Donc dans le magasin de Banff, ça effectivement ça a détonné et c'était assez drôle. Alors après on a beaucoup grimpé ensemble, ça a vraiment lié une complicité, mais après une fois de plus ce travail de conseiller technique, il était représentatif aussi de ce qu'on avait comme image de nos aînés, les deux maisons, les terrets, qui avaient leur nom, qu'on voyait dans les publicités. La réalité est évidemment bien autre, surtout au tournant des années 80, surtout aujourd'hui, où finalement on a servi non seulement de conseiller technique dans les bureaux d'études, qui n'étaient pas encore structurés avec des ingénieurs, avec des normes, et où il était possible de bricoler beaucoup de choses au quotidien, mais il y avait vraiment le développement commercial qui était en devenir. Et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans tout ce qui est opération de marketing, opération de formation, sans être passé par les écoles. Donc c'est ça qui est un peu drôle, quoi. Et tu l'es encore? En fait, je voulais être grimpeur et j'ai fait complètement autre chose. Tu l'es toujours, conseiller technique? Alors je travaille toujours, après ce mot de conseiller technique, je ne sais pas trop ce qui regroupe, mais effectivement, je suis toujours en contrat d'ambassadeur, on dit ça comme ça maintenant, avec certaines marques, des marques françaises. J'ai réussi à creuser ce sillon. Un peu d'éthique, hein. Ouais. Non, c'est pas de l'éthique, c'est une forme de fidélité. Et puis finalement, j'étais assez attaché à essayer de travailler de préférence avec des fabricants français, ça peut changer demain. Mais effectivement, on a la chance d'avoir des grands fabricants français, donc j'ai la chance de continuer de collaborer avec des Petzl, avec des Millet, qui sont aussi des maisons prestigieuses dans le sens où ils sont aussi attachés à l'histoire de l'alpinisme. Donc on est toujours autour de ces histoires de l'alpinisme. Et un petit mot sur ce chapitre matériel. Pareil, quand j'ai décidé à un moment que ça méritait d'être présent dans les 7 vies de François, parce que ça fait du temps, Ouais. tout simplement. Mais c'était pas fun a priori. Ouais, mais voilà. Moi, je me suis dit, je vais aller me taper les anciens ingénieurs sur les contreforts de Belbonne, là-bas, Le Borgne, Charles et Moser, qui vont me... Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, évidemment, je ne cite pas leur nom, mais ils sont très flattés qu'on s'intéresse à leur travail. Et quand on arrive, on va directement à la cave ou au grenier. Ils nous sortent, ils me sortent, je fais tout ça. Ils me sortent 25 modèles de piolets, de broches. Comme ça paraît pas très glamour. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit tout à l'heure le mot entreprendre. Et en fait, derrière, il y a de la passion. Et quand tu sens de la passion, quand tu sens que ces gens-là, à un moment, ont vraiment structuré leur existence autour de ça, c'est un échange qui est riche, mais vraiment qui est riche. Dans un deuxième temps, il y a aussi, moi j'ai été touché par la responsabilité de ces gens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, ce sont quand même des gens qui mettent sur le marché des outils de sécurité et des outils pour se déplacer dans les montagnes le moins dangereusement possible. Et quand ces personnes-là évoquent leur sentiment de peur, vraiment de peur, d'angoisse, quand ils passaient des prototypes à François et éventuellement ses clients, c'est marquant, c'est marquant. Et puis il y a un troisième point qui est générationnel. Aujourd'hui, quand un nouvel outil sort, quand un nouvel engin sort, du nouveau matériel, n'importe où dans le monde, 2 jours après, on connaît tous. On est tous au courant. On est tous au courant, c'est mondialisé, c'est diffusé. Là, à cette époque, ce qui est frappant en tant qu'observateur auteur, c'était les distinctions de pratique et de forme de pratique. Quand François et sa bande là vont au Canada, ils découvrent une façon de grimper les cascades de glace qui est complètement différente
de ce qu'ils font eux. Ah ouais. C'est-à-dire que, bon, on va pas être trop technique, mais les Canadiens, ils ne s'auto-assurent pas, ils brochent d'une main, ce que ne faisaient pas du tout les Français à cette époque-là, parce qu'il y avait des broches qui étaient complètement imbrochables. Et ben, ils se pendaient sur les piolets, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, et puis il fallait libérer les deux mains, éventuellement avoir un troisième piolet pour faire bras de levier, etc. Et il n'y avait pas une uniformisation de la pratique. Ça a son charme, je trouve ça. Ça a son charme, enfin, moi, du coup, je ne l'ai pas connu, mais ça devait être sacrément charmant d'aller vers d'autres contrées, d'autres alpinistes, d'autres grimpeurs, et de, D'autres façons de faire. et de découvrir des façons de faire qui sont complètement différentes. Enfin là, le voyage, il vaut le coup, du coup. La Balakov, par exemple, ils sont revenus avec la technique de la Balakov qu'on connaît. Mais la première fois que tu vois faire ça, aujourd'hui, dès qu'une technique est expérimentée, validée quelque part, c'est Tout le monde se l'approprie. Ouais. Non, puis on s'est passionné aussi dans notre relation aux entreprises, aux usines. Moi, la première fois que je vais chez Charlie Moser, c'est au sein des forges Le Borgne, de l'outillage Le Borgne, sur les contreforts de Beldon. Ben, j'ai découvert ce qu'était une forge. Et je trouvais ça fascinant. Et je trouvais ça fascinant de voir le feu et l'acier en fonte, et de sortir avec une paire de piolets, et d'aller en montagne, et de revenir, et d'établir cette relation avec les gens qui étaient à la forge, avec cet outillage qui a un côté un peu Zola, qui était assez impressionnant. Donc, quand vous allez dans les grandes filatures, les premières usines Béal ou les usines Rivori Joigny là-bas à Vienne, les bâtiments sont impressionnants, l'outillage est impressionnant, l'univers est impressionnant. Et moi j'ai toujours été sensible, alors c'est peut-être mon vieux fond gaucho, mais j'ai toujours été sensible à ce mélange du milieu de ceux qui font et du milieu de ceux qui montrent et qui utilisent. Et le métier de conseiller technique m'a probablement permis de concilier ces deux mondes. En tout cas, comme tout ce que tu le fais avec passion, tu le fais à fond. C'est un vrai engagement à chaque fois. C'est pas, tu y vas pas du bout des doigts juste pour dire je prends un peu de pognon et puis je m'en occupe pas. Tu le fais vraiment. Déjà, prendre un petit peu de pognon et se tirer, Ouais, ça ne dure pas très très longtemps. Et non mais bon, et il y a c'est des pas conseillers facile. techniques qui donnent juste leur nom, qui sont pas. Enfin, bon, Ouais, oui, non, mais tu sûrement, le fais avec encore que ça évolue, mais après, une fois de plus, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de construire une relation au long cours, Ouais. et dans la durée avec les fabricants avec Parce lesquels qu'en fait, je t'as attaqué travaillais. jeune en fait. Et effectivement, C'était pas dans. Ouais, c'était tout gamin quand même. Enfin, t'étais à peine. j'ai même des dossiers, j'ai des dossiers avec des photos de Paul Pels faisant semblant de faire de la publicité dans le champ devant son premier atelier. C'est assez drôle, quand on les ressort, lui-même se cache. Donc voilà, non mais après, il y a une réalité derrière les usines. Et effectivement, de n'utiliser que l'image ou que les produits, c'est toujours un peu court. On a toujours intérêt à lier d'autres relations. Juste une chose, François, quand il va au Kenya, je ne sais pas quel âge là, il va grimper, il fait sa première expé, on peut parler des expés, mais c'est une vraie expé parce que c'est la définition On de va pas l'expé. tout pouvoir dire. Mais il va au Kenya avec des sacs à dos, je ne sais plus, Millet, voilà. 84. Il a allé une grosse vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il fait en rentrant? Il prend sa petite machine à écrire et il fait une espèce de compte-rendu des qualités et des défauts du sac à dos. Enfin, je sais pas, mais à cet âge-là, j'avais... Mais il est consciencieux, Ah, mais François. Non, le truc, j'avais envie de tout faire sur ça. le truc qu'il faut qu'on vous raconte, c'est que j'ai un garage, puis j'ai entassé des trucs comme plein de gens. Et quand Cédric est arrivé avec ce projet de livre, j'ai dit trop bien. Donc il est venu avec son van, j'ai déchargé mes cartons chez lui. Donc Mathilde, son épouse, était très heureuse, qui construisait leur maison, elle s'est retrouvée avec toutes les archives d'Ami Lano pendant 2 ans chez elle. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a plongé là-dedans et puis il a ressorti des trucs, mais évidemment que j'ai complètement oublié, que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Mais qui disent beaucoup. Voilà quoi, donc voilà pourquoi il peut raconter cette histoire. C'est un auteur, il a l'art après d'arranger, de remettre, de reprendre. C'est son job. Non, là c'est brut, c'est de la réalité, c'est la vérité. C'est quand à 22 ans tu prends 2 heures de ton temps pour rédiger un compte-rendu d'utilisation d'un sac à dos, c'est quand même que t'es pas... Ça te bluffe. Moi ça me bluffe parce qu'à cet âge-là, moi T'avais autre chose à faire. C'est pas faire ça en tout cas. Donc, bravo. Enfin, en tout cas, on va réduire un peu parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là à en parler, mais il y a une vie déjà bien chargée. Je sais pas ce qu'il va te rester à faire, mais tu as tellement beaucoup Il de... faut qu'on vous dise un truc,
l'exercice quand même, soyons francs, l'exercice de regarder dans le rétroviseur pendant 2 ans, ça n'a pas été que facile. Non. J'aurais plutôt tendance à vous raconter la prochaine expédition, le film que j'ai envie de réaliser. Et là, tout d'un coup, l'exercice que j'acceptais, bien évidemment, mais qui consistait à regarder dans le rétro pendant 2 ans, c'est pas si facile. Et puis en plus, il te tend un miroir, t'as pas forcément envie de te voir dedans, non? Mais c'est surtout que Enfin, de te reconnaître là, dedans. ce qu'on a essayé aussi de tisser, de construire, c'est une certaine honnêteté, entre guillemets. À partir du moment où on jouait le jeu, à partir du moment où j'avais confiance en la complicité, en l'amitié de Cédric, où je connaissais, j'appréciais son talent, puisque avec Françoise, il s'avère qu'on est ses premiers éditeurs sous JM Édition, donc j'étais complètement admiratif de son écriture. Donc à partir du moment où il y avait cette confiance-là, la confiance que j'avais en la maison d'édition Guérin et les gens qui l'animaient, bon, à partir de là, on ouvre, on n'est pas là pour faire semblant. C'était ça qui était intéressant aussi dans l'exercice. Puis comme le rappelait tout à l'heure Cédric, c'est un moment, je suis blessé, je suis dans un canapé. Il m'a économisé 2 ans de psychanalyse. Hein. Il venait 2 fois par semaine, il prenait sa petite chaise comme ça, le Cédric, hop, son petit carnet, vous voyez comment il est, comme ça et tout. Moi j'étais allongé comme ça dans mon canapé, donc là, merci Monsieur Freud, et puis c'était parti quoi. Mais bon, voilà, après il y a des choses qui remontent, c'est pas... Du coup, j'entretiens peut-être une relation un peu particulière avec ce livre, qui est un très bel objet, mais effectivement c'est un petit peu étrange pour moi d'en parler. J'ai plutôt tendance à vouloir être là que là. Quoi. Tu disais continuez. Allez-y, parlez. Et toi, Françoise, par exemple, qui est donc sa collaboratrice, Et mon épouse. Et son épouse, puisque tu travailles aux éditions JM. Et qu'est-ce que tu en as pensé parce que toi, tu le connais bien, tu es extérieur, c'est pas... et tu découvres tout d'un coup peut-être des passages de la vie de ton mari que tu ne connaissais pas, ou est-ce que tu l'as vraiment reconnu là-dedans? Alors déjà, j'ai appris des choses, parce que moi je suis arrivée dans sa vie pas lorsqu'il était tout jeune, hein. Donc on va dire que de 0 à 40 ans, j'avais entendu des choses sur lui, mais ça je les ai pas vécues. Et Dieu merci, je suis plutôt assez contente de ne pas les avoir vécues non plus, parce que sa période solo notamment, même si j'apprends maintenant de temps en temps qu'il a fait l'enfant encore parfois. Mais donc voilà, alors après sur cet ouvrage, je ne peux que féliciter l'écriture de Cédric et le travail qu'il a fait, parce que là pour le coup en tant qu'éditrice, je trouve que c'est un vrai très beau travail et c'est un angle pour traiter une biographie qui était plutôt originale. Voilà. Et puis après, ça, cette histoire-là, elle leur appartient à tous les deux, à François, à Cédric. Voilà, moi je pense avoir gardé un peu de recul sur cet ouvrage. Pour nos enfants, ça a peut-être été un petit peu plus compliqué, hein, pour Marius et Joséphine, mais bon, ils ont eu l'occasion de s'exprimer dessus et de faire partie également de cette histoire-là. Ce que je trouve difficile dans l'exercice aussi de réponse aux questions de Cédric, c'est de trouver le bon équilibre entre l'intime qu'on va livrer parce que ça va être intéressant pour le lecteur, parce que ça va éclairer un parcours, une période, une histoire, et puis ne pas tomber dans l'impudeur. Et finalement, cet équilibre-là, moi, ça m'a beaucoup travaillé. Hein. On en a beaucoup parlé dans le moment où donc, on menait ces interviews. C'est, voilà, qu'est-ce que je livre parce que sinon c'est pas très intéressant. Et puis à un moment donné, non, stop, ça c'est ma vie privée et ça n'a rien à voir avec le grimpeur ou des histoires de montagne. Donc effectivement, le rapport à la famille, le rapport aux enfants, ses propres problématiques. Et puis en même temps, on sait que tout ça, malgré tout, ça éclaire un parcours de sportif ou d'alpiniste. Moi, quand je lis des bios, je suis souvent passionné par savoir ce qui se passe autour de la performance du sportif, parce qu'elle me l'éclaire. Donc voilà, mais voilà, comment éclairer sans tomber dans le truc un peu crapoteux, cet équilibre. Bien sûr, et c'est là que la confiance avec celui qui tient la plume, elle est importante.
Parce que j'ai livré, et à un moment donné, je ne me posais pas de questions sur ce qu'en ferait Cédric. Après, on se marre aussi. Hein, dans Oui, le c'est ce bouquin. que je voulais dire. Non, mais- C'est ce que je voulais dire, c'est que quand tu mets avec l'humour, tu mets de la distance. Non, aussi, mais et, il y a et- aussi, évidemment, là, quand on en parle, comme on fait l'analyse du livre, ça peut paraître tortueux, ça peut paraître un petit peu Bonjour, douloureux. François, les quoi. Non. Mais ce que je veux C'est dire... pas un bouquin de psy. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des histoires d'hommes, des histoires Oui. de cordée, des histoires d'amitié, des histoires de fou rire, des histoires de bonheur. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'arrive pas à parler de l'alpinisme et des choses de la montagne autrement que par le prisme de ce que ça nous apporte positivement. Donc, je ne pouvais pas sombrer dans quelque chose... Deuxième chose, ça a été c'est un vrai plaisir pour le coup de biographe. Parce que quand tu vas rencontrer les gens de la vie de François, ils sont touchés. Ils sont touchés. Et à chaque fois, pour moi, ça a été des moments... Enfin, il faut faire l'éponge aussi. Hein. Parce que tu vas voir les gens sont heureux d'évoquer les moments partagés avec François. Généralement, ce sont quand même des moments qui ont été forts pour eux, très forts, en montagne. Donc, pendant 2 ans, tu ne fais que du saute-mouton d'émotions, quoi. De François, vers les gens, et c'est... Enfin, il faut aussi avoir ta vie à côté. Où Oui, bien sûr. Mais c'est chouette parce que ce sont des émotions positives. Généralement, ce sont des souvenirs heureux et ce sont des moments des aspérités de la vie des gens qui ont été vraiment fortes, quoi. Voilà. Et je voudrais pas qu'on termine sans oublier que cette biographie, je sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, je m'en voudrais si on citait pas Stéphanie. Je sais pas si elle se cache, Stéphanie Tizy. Parce que la biographie, c'est aussi c'est le sujet. C'est l'auteur, Et l'éditrice. mais il y a quand même l'éditrice qui est au milieu et qui met beaucoup de fluidité, d'efficacité, et notamment sur le travail, parce qu'il y a une très riche iconographie. Enfin, c'est bien de ne pas l'oublier. Voilà. Merci à Stéphanie. Et moi, je vous laisse poser des questions parce que profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on en a 2 pour le prix d'un. Donc, même si c'est cette vie, mais 2 personnes en tout cas en face de vous. Allez-y, si vous avez des questions. Vous allez repartir au K2? Je sais pas. D'accord. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. T'as pas dû poser. Il n'y a pas de scoop. Il n'y a pas de scoop. Donc pour la petite histoire, je suis allé tourner un film dans les pas de Sophie Lavaux au K2 en 2016. C'est avéré qu'on s'est pris la montagne un peu sur la tête, mais on a quand même raconté 52 minutes d'image. Il s'avère que Sophie a réussi le K2 l'été dernier, donc déjà ça au moins c'est fait. Elle m'a proposé de repartir avec elle. Ce qui est compliqué, c'est de repartir pour faire des films, ça demande un peu de financement. Donc il est probable que j'irai plutôt sur d'autres grandes montagnes, mais voilà, pas de projet particulier sur K2. Après, le parcours de Sophie Lavaux, pour en parler en 2 secondes, elle a aujourd'hui 8000 dans sa sacoche. Ça en fait la plus capée des Françaises actuellement. Bien évidemment, elle fait partie des collectionneurs de cette famille très étrange de collectionneurs de sommet de plus de 8000. Quand on en est à 8, généralement quand on en est à plus de 2, c'est qu'on part pour faire la collection. Moi, ça m'intéresse aussi de raconter ces gens-là. Je suis souvent plus passionné par les alpinistes et les himalayistes que par l'alpinisme et l'himalayisme. Voilà, j'aime bien raconter les gens dans leur démarche. Donc bien évidemment, comme elle continue d'avancer, peut-être qu'il y aura un film. J'attends qu'elle en ait 12, 13, là, il va se passer des choses. Là. T'as d'autres questions? Non? Je voulais vous poser une question par rapport à l'enfance, à votre papa qui était président du CAF, et puis aux récits, aux choses comme ça. Est-ce que les récits dans les journaux du CAF, La Montagne, vous ont marqué ou pas? Bien évidemment qu'à la maison, il y avait une revue qui était au-dessus des autres, c'était La Montagne et Alpinisme. Et puis il y avait une autre revue qui s'appelait Paris-Chamonix, parce que à l'époque c'était une sous-section, Le Mans, qui était rattachée à la section de Paris, et la section de Paris est attachée à la section de Chamonix. Donc il y avait une deuxième petite revue en noir et blanc, et puis il y avait encore une troisième revue qui était un petit bulletin rénéotypé, c'est comme ça qu'on dit. Toi, tu étais prof, tu sais,
qui était en fait le bulletin de la section du CAF du Mans, du coup tenu par mon papa et avec des petits dessins en noir et blanc de ma maman, et qui s'appelait La montagne et amitié. Donc voilà, ça faisait déjà 3 lectures d'emblée. Donc j'ai baigné là-dedans. Et puis 79, rupture, numéro, je crois que c'est 79 ou fin 78, numéro 0 de Alpinisme et randonnée. On ne disait pas Alpirando à l'époque. Alpinisme et randonnée. Une revue en couleur. Là, le truc de dingue, c'est la révolution pour moi. C'est la révolution. Et là, je vois des photos de grimpeurs comme on les voyait peu dans la montagne alpinisme. Il y avait eu un ou deux articles en particulier où on voyait Droyer dans les falaises du Verdon et tout, qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait eu un article sur les cascades de glace dans les Pyrénées qui m'avait beaucoup marqué, comme par hasard. Hein. On connaît bien là, les 2 pôles très très forts qui vont révolutionner l'alpinisme. Alors c'est des articles qui étaient marquants parce qu'il y avait des photos avec du vide absolu. Les grandes cascades, les grandes falaises du Verdon. Mais effectivement, l'apparition de Alpirando va donner un coup d'air frais à tout ça. On va voir de la couleur, on va voir des petites histoires au-delà des grands récits un peu pontifiants. Et là, c'est parti, c'est dans ce monde-là que je veux aller, quoi. C'est évident. Et puis, chez Raoul et Nicole, hein, il y a de la frisette, là, comme dans les refuges. Vous voyez ce que c'est, la frisette, là hein, ils ont, dans une maison du Mans, une petite maison du Mans, ils ont reconstruit une espèce d'univers chamoniard, comme on le faisait à l'époque. Et puis, il y a une bibliothèque alpine de dingue, quoi. Donc, je suis entouré par ces récits. En fait, tu es né dans les bonnes années, hein, et tu as su vraiment tirer parti de cette période. Ah bah... Alors, on ne choisit pas où l'on est, on ne choisit pas quand on est. Mais bon. C'est l'histoire de ces années-là. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des années de bascule dans notre univers de l'alpinisme. Mais une fois de plus, dans 15 ans ou dans 20 ans, comment on traduira et comment on racontera les années 2000 ou les années 2020, on ne le sait pas tout à fait, parce qu'on n'a pas tout à fait le recul. Mais il y a une autre rupture qui est quand même à l'orée des années 2000, il y a une autre révolution dans le monde de l'alpinisme. Aujourd'hui, elle est en construction, et on n'a pas forcément le recul pour la regarder. Mais ce que font les alpinistes et les grimpeurs d'aujourd'hui, c'était inimaginable il y a encore 20 ans ou il y a 30 ans en arrière. Et ça ne va cesser de continuer. Le sport, c'est mouvement. Donc c'est normal que les nouvelles générations, elles emportent tout, elles construisent complètement autre chose et qui continuent, nous, de nous fasciner, bien évidemment. Mais c'est vrai aussi que tu ne peux pas passer à côté, quand tu écris sur ces années-là, nécessairement de comparer et d'indexer et de mettre en miroir ce qui se faisait là et ce qui se fait aujourd'hui en termes de pratique, en termes de possible. Tout bêtement en termes de conditions de la montagne aussi. Les montagnes, ce n'était pas la même. Elle a changé, ouais. Et alors, en essayant de ne pas idéaliser ces années-là, mais il me semble quand même, et encore une fois, aujourd'hui il y a de l'invention, il y a de la richesse, et heureusement, de la jeunesse et de l'innovation, mais il me semble quand même que dans ces années-là, on était vraiment à un moment charnière au début de plein de choses, et qu'il y avait de la débrouillardise, qu'il y avait de l'invention. Il y a quelque chose, mais pas qu'en montagne. Hein. Quand on réfléchit à la musique, quand on réfléchit au film, quand on réfléchit à la culture, ces années-là, on a l'impression que c'était foisonnant. Mais encore une fois, comme le dit François, dans 20 ans, on se dira peut-être que les années 2019 ont été magiques d'un certain point de vue. Donc attendons. Eh bien, on va rester sur ce point positif et cette ouverture sur l'avenir. Et je vous remercie pour votre attention et vous pouvez venir prendre un verre et venir faire dédicacer vos livres.